Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. La majorité sénatoriale veut supprimer la hausse de la taxe sur les carburants. Un amendement sera déposé dans le projet de loi de finances, car pour Bruno Retailleau, le président du groupe LR ici au Sénat, les mesures annoncées ne bougeront pas. Le mécontentement des Gilets jaunes, vous l'entendrez dans cette édition. Être sénateur à 18 ans sera-t-il bientôt possible? Une proposition de loi sera débattue en séance la semaine prochaine. Elle vise à abaisser de 24 à 18 ans l'âge d'éligibilité des sénateurs. Jusqu'à présent, il était fixé à 24 pour permettre aux candidats d'avoir exercé un mandat local. Le débat dans un instant. Les billes noires des terrains synthétiques dans le collimateur de la Haute Assemblée. Le Sénat exige de l'ANSES des études complémentaires alors que le doute existe sur le caractère cancérigène de ces petites particules fabriquées à base de pneus recyclés. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission, le hashtag, vous le connaissez sur Twitter, Sénat 360. Pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera Tam Tranui en direct de la salle des conférences et Alexandre Poussard dans l'hémicycle du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Les annonces du Premier ministre pour tenter de calmer la colère des Gilets jaunes. Vous le savez, ils sont plus que jamais mobilisés avant le 17 novembre. Édouard Philippe a détaillé une série de mesures pour atténuer la hausse des prix sur l'énergie, tout en maintenant les taxes sur les carburants, comme nous l'explique Jonathan Dupriez. Pour calmer la colère des Français, Édouard Philippe dévoile son arsenal. Une série de mesures censées limiter l'impact des dépenses en énergie sur le pouvoir d'achat. Premier geste du gouvernement, instaurer une super prime à la conversion pour les foyers modestes. Nous allons développer massivement la prime à la conversion automobile. Aujourd'hui, vous avez des primes à la conversion, elles peuvent monter à 2 000 €. Nous allons faire en sorte que pour les 20% des Français les plus modestes, une super prime soit créée qui permettra de passer à 4 000 €. À cela s'ajoutent d'autres aides. D'abord, les conditions d'éligibilité au chèque énergie seront élargies. 5,5 millions de Français pourraient en bénéficier contre près de 3 actuellement. Une prime pour se débarrasser des chaudières au fioul d'ici à 10 ans sera mise en place, ainsi qu'un système d'indemnité kilométrique étendu aux gros rouleurs. Des mesures bien insuffisantes pour Laurent Wauquiez. Le président des Républicains dénonce un arsenal trop faible. Ce qui a été annoncé ce matin, c'est 500 millions d'euros de subventions. Je résume, parce que c'est toujours bon de temps en temps de prendre un peu de recul. On va nous mettre des petites subventions pour financer des hausses massives de taxes. Il fallait quand même y penser. Mais jusqu'où est-ce qu'on va aller dans l'absurdité? Pour certains sénateurs, le gouvernement laisse une nouvelle fois les classes moyennes de côté. Depuis plus de 2 ans maintenant, les classes moyennes sont laissées pour compte. Elles sont considérées comme celles qui accepteront toutes les mesures. Il y a une forme de totale incompréhension. Le financement de ces mesures sera pris en charge par le budget de l'État. Toutefois, Matignon ne précise pas comment ces nouvelles dépenses s'intégreront dans un budget 2019 déjà contraint. Et je vous le disais en titre, la droite sénatoriale proposera de supprimer la hausse sur la TICPE dans le budget 2019. Il sera discuté en séance à partir du 22 novembre prochain. La droite qui promet aussi d'autres mesures en faveur du pouvoir d'achat. Louis Duménil. À une semaine de la discussion en séance, les sénateurs du groupe Les Républicains et de l'Union centriste le font savoir. Malgré une baisse annoncée de 6 milliards d'euros d'impôts, cette édition 2019 du projet de loi finances n'est pas à la hauteur de leur attente. On voit bien qu'il y a un modèle qui change, c'est-à-dire qui se rapproche du modèle anglo-saxon, où on a un filet de sécurité pour les plus pauvres, donc on augmente les minima sociaux, et puis les autres, ils se débrouillent, c'est-à-dire qu'on désindexe les retraites, on désindexe les prestations familiales. Ça, c'est une atteinte au principe d'universalité qui veut que chacun puisse cotiser en fonction de ce qu'il gagne, en fonction de ses moyens, mais tous reçoivent une prestation équivalente. Peu en accord avec le projet, les sénateurs ont dévoilé à la presse leurs divergences et leurs propositions. Une suppression de la sous-indexation des pensions de retraite, 260 millions d'euros seraient rendus aux retraités. Stopper la hausse de la taxe intérieure de la consommation des produits énergétiques, notamment sur le diesel. Les Républicains estiment également à 2 milliards d'économies l'augmentation du temps de travail dans la fonction publique. Et malgré les désaccords, des points de convergence existent avec le projet de Bercy.
L'aspect positif, c'est la meilleure discipline dans la prévision budgétaire, puisque notamment dans le PLFR, le projet de loi de finances rectificative, le gouvernement n'a pas recours à des mesures fiscales et a redonné sa vraie vocation à la PLFR, qui sont simplement les ajustements budgétaires de fin d'année. Et puis il y a une meilleure prévision budgétaire et moins de sous-budgétisation et moins d'artifices comptables comme on l'avait connu dans les dernières périodes. Alors que les débats sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale ont débuté il y a quelques jours, celui du projet de finances 2019 commencera le 22 novembre. Et on va prendre la direction de la salle des conférences pour une première réaction avec vous, Tam Trinh Nui. Vous êtes avec le sénateur LR des Vosges, Daniel Grémillet. Oui, Daniel Grémillet, votre groupe propose donc la suppression de la hausse de la TICPE, cette taxe sur les carburants prévue en janvier 2019. Ce n'est pas la première fois que les Républicains s'opposent à cette mesure. C'était déjà le cas l'année dernière lors du dernier projet de loi de finances. Mais là, cela prend un tout autre aspect. C'est votre contre-proposition à la politique du gouvernement ? Tout à fait. Mais cette contre-proposition n'est pas de circonstance. Déjà, effectivement, pour le budget 2018, la Commission économique, les Républicains au niveau du Sénat, le Sénat majoritairement avait exprimé d'une manière significative cette incapacité au niveau à la fois je dirais, du citoyen, à la fois des entreprises, de notre économie, de supporter cette proposition qui fait en fait qu'aujourd'hui on pénalise les ménages, on pénalise l'entreprise. C'est l'économie en général de notre pays qui en pâtit. Et le mouvement d'aujourd'hui ne fait que conforter les positions du Sénat pour le budget 2018, mais la tendance qui consisterait à prélever 46 milliards de trajectoire fiscale supplémentaire jusqu'en 2022 est absolument insupportable. Insupportable pour les ménages, insupportable pour la famille, insupportable pour l'économie française. Ne pénalisons pas notre économie. Mais que faut-il faire ? Ne faut-il pas améliorer la fiscalité écologique, justement, face à l'enjeu du réchauffement climatique ? Vous entendez les arguments réels du gouvernement là-dessus ? Mais écoutez, là encore, le Sénat a fait un travail important. Je prends un exemple. On parle beaucoup d'énergie renouvelable, etc. Quand on voit les milliards d'investissements qui sont réalisés tous les ans, vous savez combien de milliards sont produits effectivement en France ? Ne renouvelons pas l'erreur que nous avons faite sur les panneaux photovoltaïques. Autant le photovoltaïque est une énergie propre qui peut contribuer effectivement à apporter une réponse sur le réchauffement climatique, mais à condition que le bilan carbone soit positif. Or, lorsque vous achetez des panneaux photovoltaïques, lorsque vous achetez des batteries à l'étranger et que le bilan carbone est absolument négatif, tout ce que vous aurez imaginé en termes de pureté, en imaginant qu'on fait bien, c'est pas vrai, parce que lorsqu'on fait l'éco-bilan, on pénalise les emplois en France, on pénalise l'économie en France et on n'apporte pas une réponse positive à la planète. Pour revenir sur la question du pouvoir d'achat, est-ce que vous n'êtes pas satisfait par les mesures d'accompagnement qui ont été annoncées ce matin par Édouard Philippe, notamment cette fameuse super prime à la conversion ? Alors, super prime à la conversion, c'est évident que ça va dans le bon sens, sauf qu'aujourd'hui, pour reprendre mon propos à l'instant, à condition que, là encore, cette super prime, les 4 000 euros, proviennent essentiellement de véhicules, de batteries fabriquées en France. S'il s'agit d'importer et donner une prime pour des achats extérieurs, faisons l'éco-bilan. Ensuite, il y a un autre point qu'il faut évoquer, et je souhaiterais d'ailleurs qu'on travaille un peu plus profondément. Quelles sont les bases scientifiques qui permettent effectivement de dire que la voiture électrique, lorsqu'on fait son bilan total, y compris de sa déconstruction, apporte une réponse plus positive à la planète? Il faut des choses, non pas au doigt mouillé, mais il faut des certitudes. Juste prioritairement, pour l'instant, cette prime est utilisée pour acheter des véhicules diesel, essence et seulement 7% d'électrique. Oui. Sauf que je rappelle que certains véhicules diesel, donc on ne défend pas le diesel, sauf qu'il faut là encore faire le bilan honnêtement. Vous avez des véhicules diesel qui consomment moins que des véhicules essence de nouvelle génération. Lorsqu'on fait le bilan effectivement des rejets, la chose n'est pas aussi simple. Donc les décisions qui sont prises vont dans le bon sens, mais elles n'apportent pas une réponse à la mesure de ce qui se passe. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une question qui touche l'ensemble des familles, l'ensemble des ménages et surtout les plus modestes. La personne qui est au SMIC, qui a besoin d'avoir son véhicule pour aller travailler, vous voyez l'impact que ça peut représenter. Ça représente pratiquement sur une année l'équivalent d'un SMIC en termes de carburant. Eh bien, merci beaucoup Daniel Grémillet pour cette réaction.
Merci à vous, Tam, pour cette première réaction. Et on va prendre à présent la direction de l'hémicycle suite de l'examen du budget de la sécurité sociale aujourd'hui. Avant d'en parler, on va revenir avec vous, Alexandre Poussard, sur une disposition qui a été supprimée hier par les sénateurs. Elle concerne la taxation des chèques vacances. Je rappelle que l'Assemblée nationale prévoyait de soumettre à cotisation les cadeaux et bons d'achat distribués par les comités d'entreprise. Oui Delphine, la taxation des chèques vacances qui a été supprimée par les sénateurs et qui fait partie des mesures importantes votées hier au Sénat. Alors je vais d'abord revenir sur les sénateurs qui ont adopté hier l'exonération des cotisations salariales sur les heures supplémentaires, une mesure censée relancer le pouvoir d'achat et souhaitée par le gouvernement. Et cette mesure, elle fait penser au travailler plus pour gagner plus de Nicolas Sarkozy en 2007, où, je le rappelle, les heures supplémentaires étaient exonérées de cotisations salariales et aussi d'impôts sur le revenu. C'est là la différence avec le dispositif du gouvernement. Et alors Gérald Darmanin hier, qui est ministre de l'Action et des Comptes Publics et qui fut un temps était le directeur de campagne de Nicolas Sarkozy, a salué l'esprit de cette ancienne mesure qui avait été supprimée en 2012 par François Hollande. Écoutez Gérald Darmanin qui s'adresse à la gauche. S'il y a bien une chose que la majorité d'hier a mal faite, c'est bien d'avoir supprimé les heures supplémentaires désocialisées et défiscalisées pour les ouvriers et pour les employés d'autres pays. C'était par idéologie, parce que vous considérez que le travail est un gâteau qui se partage, alors que le travail est une dynamique, et c'est évidemment, mais si, évidemment, et s'il y a bien une mesure qui a profité aux ouvriers et aux employés de ce pays, c'est le fait que les heures supplémentaires étaient à la fois défiscalisées et désocialisées. Favorable hier à cette suppression des taxes sur les chèques cadeaux et les chèques vacances. Vous le disiez Delphine, ce sont les députés qui avaient mis en place ces cotisations sociales sur toutes les aides sociales et culturelles versées par les entreprises aux salariés. Et alors les sénateurs, tous groupes politiques confondus, ont dénoncé une atteinte au pouvoir d'achat, mais aussi au droit de partir en vacances pour tous les Français, qui est favorisé notamment par le chèque vacances. Et c'est aussi une attaque au secteur du tourisme. Écoutez le socialiste Rachid Temal. Les chèques vacances, parce qu'on l'oublie, c'est 1,5 milliard d'euros par an qui sont de fait mis dans l'économie touristique française. Et quand on sait que les 2/3 de la dépense touristique est faite en France, on voit bien les impacts que ça a aussi dans l'ensemble des territoires de notre pays. Le gouvernement qui a soutenu cette suppression des taxes sur les chèques vacances et les chèques cadeaux. Et Gérald Darmanin a expliqué qu'il voulait se donner du temps pour lancer un groupe de travail sur la question. Et il peut donc ainsi remercier le Sénat et la navette parlementaire. Merci à vous Alexandre pour ces précisions et on vous retrouve tout au long de cette édition. À présent, c'est Tam Tranui avec une nouvelle réaction. À votre micro, Tam, la sénatrice LR, Catherine Deroche. Oui, Catherine Deroche, une question d'abord sur ce budget. Premier budget à l'équilibre depuis longtemps, dit le gouvernement, mais vous avez alerté sur les fragilités de ce budget. Pour quelles raisons? Alors c'est vrai que nous avons un budget qui est mieux en termes de santé financière, si je puis dire, que les budgets précédents. Il y a un équilibre, mais une dette importante qui reste de la sécurité sociale. Mais néanmoins, il y a des grosses difficultés dans les hôpitaux. Et pour avoir un budget en équilibre avec un Ondam à 2,5, quand on sait que le tendanciel serait sur 4,5, ça veut dire qu'il faut trouver des économies. C'était déjà une hausse de l'Ondam, rappelle le gouvernement. Mais c'est vrai qu'une hausse de l'Ondam est satisfaisante. L'objectif des nationales des dépenses. Dans le sens où ça donne un peu de possibilités financières meilleures. Néanmoins, ça reste inférieur au tendanciel qui serait celui si on voulait couvrir toutes les dépenses de santé. Donc, on est obligé de faire des économies par ailleurs. C'est ce sur quoi on est vigilant. Et puis, je rappelle à la ministre aussi la difficulté dans lesquelles sont les établissements de santé, des baisses tarifaires qui doivent subir régulièrement d'année en année et qui masquent un petit peu la bonne santé du Justement, budget. si on revient sur l'hôpital, auquel vous êtes particulièrement attentive, le budget de la sécurité sociale acte notamment le début de la fin de la tarification à l'acte. Est-ce que ça, c'est une bonne chose pour vous? Oui, la tarification à l'activité, elle avait son utilité à un moment où elle a permis en effet de réguler la tarification. Néanmoins, elle montre ses limites et qu'il y ait en effet des forfaitisations dans certains secteurs, une tarification qui ne soit pas liée à cette activité, elle est importante et ça, on est tout à fait d'accord sur cette partie. Donc on voit qu'il y a plutôt des points d'accord aussi sur ce texte avec le gouvernement. Le gros point de friction, eh bien, ça va être le volet assurance vieillesse. La majorité sénatoriale prévoit notamment de réindexer sur l'inflation la revalorisation des prestations sociales et des pensions de retraite. Les retraités trinquent selon vous avec ce gouvernement et
comment est-ce qu'on finance la mesure que vous proposez? Alors bien sûr que les retraités sont mis en difficulté. Il y avait eu la hausse de la CSG à laquelle on s'était opposé l'an passé, parce que si les salariés, certes, l'ont subi, mais bénéficiaient d'un baisse de charge, ce n'est pas le cas des retraités. Là, il y a cette volonté de ne pas indexer ni les pensions familiales, ni les pensions de retraite, pour ne pas les indexer au niveau de l'inflation, donc une perte du pouvoir d'achat des retraités. Nous pensons que ce n'est pas raisonnable par rapport à déjà ces baisses permanentes et qui touchent et les retraités, mais aussi la classe moyenne et les familles. Donc nous allons en effet revenir sur ces dispositions. Elles seront financées par une participation exceptionnelle sur les organismes complémentaires. Sur les mutuelles. Sur les mutuelles, une participation exceptionnelle. Également sur le plan vieillesse, un allongement de l'âge de départ à la retraite à 63 ans, qui est quelque chose sur lequel notre commission revient régulièrement chaque année. Sur la question des mutuelles, est-ce que vous pensez que le gouvernement peut être en accord avec cette taxe exceptionnelle que vous proposez de rajouter? Je précise que le gouvernement, lui, instaure une taxe pérenne, plus pérenne sur les mutuelles, donc ça va quand même plutôt dans le même sens. Oui, on va voir ce que nous dit le gouvernement. On n'est pas encore rendu à l'examen de cette partie. Ce qui est clair, c'est que déjà les mutuelles, en effet, vont devoir absorber le reste à charge zéro. Ça fait peut-être beaucoup pour les mutuelles. Le gouvernement s'est engagé leur a demandé de ne pas augmenter les tarifs puisqu'il pense, et nous le pensons aussi, que les organismes ont quand même de la marge financière pour le faire. Nous pensons que cette contribution, ils peuvent aussi l'assumer et donc on verra quel est le débat sur ce sujet. Mais je pense que cette augmentation, elle peut tout à fait être absorbée par les organismes. Sans répercussion sur les Français, sur la hausse des tarifs? Il faudrait en effet que ce soit sans répercussion sur la hausse des tarifs. Certes, les organismes complémentaires ont des difficultés à résoudre, comme tout organisme. Néanmoins, ils ont quand même des frais de gestion très très lourds et on leur demande de faire des efforts à ce sujet. Eh bien, merci beaucoup Catherine Deroche pour votre intervention. Merci à vous, Tam, pour cette nouvelle réaction. Dans le reste de l'actualité, au Sénat, la Haute Assemblée se penche sur la réforme de l'autorité européenne de sécurité des aliments, communément appelée l'EFSA. Cette agence suscite de nombreuses critiques. Alors, la dernière concerne le glyphosate. Cette agence n'avait pas reconnu le caractère cancérigène de l'EFSA. Alors, suite à cette controverse, l'Union européenne veut redonner un peu plus confiance dans les évaluations de cette agence, comme l'explique le sénateur Pierre Medevielle au micro de Quentin Calmy. Nous avons vécu une crise médiatique avec l'affaire dite de glyphosate, qui a entraîné une grave crise de confiance auprès des consommateurs, de la population, et on s'est posé la question, avec différents organismes, la Commission européenne du Sénat, l'Office parlementaire aussi d'évaluation des choix scientifiques technologiques, de la crédibilité de l'évaluation de nos agences européennes et nationales. D'où nous nous sommes penchés avec la Commission des affaires européennes sur le fonctionnement de l'EFSA, Agence européenne de sécurité alimentaire, voir si on pouvait amener des améliorations propres à restaurer la confiance dans ces agences. Peut-on être sénateur à 18 ans? Pour l'heure, l'âge d'éligibilité est fixé à 24 ans pour les membres de la Haute Assemblée. Mais une proposition de loi qui sera débattue dans l'hémicycle le 21 novembre veut abaisser l'âge à 18 ans. On voit tout de suite les réactions au Sénat avec Samia Dechir et Maïla Mandi avant d'en débattre avec nos invités. La présidence de la République, l'Assemblée nationale, la mairie. À 18 ans, on peut théoriquement y être élu. Mais au Sénat, il faut être âgé d'au moins 24 ans pour candidater. Un seuil déjà revu à la baisse 2 fois sous la Ve République et qui pourrait bien descendre à 18 ans. C'est le sens d'une proposition de loi examinée la semaine prochaine. Mais les plus jeunes des sénateurs n'y sont pas favorables. À 34 ans, Christine Lavarde est la benjamine du Sénat. Je ne me serais jamais sentie légitime à devenir sénateur en sortant du lycée, en ayant juste le baccalauréat. Enfin, je pense qu'on n'a pas un bagage académique et une expérience suffisante pour pouvoir légiférer en pleine conscience. Quand on arrive au sein d'un hémicycle parlementaire et qu'on doit représenter les collectivités et qu'on n'a jamais eu de mandat local à exercer, c'est quand même un petit peu compliqué, déjà d'être crédible et de pouvoir rentrer pleinement dans la fonction. Avant d'être élu sénateur à l'âge de 33 ans, Cyril Pellevat a été maire d'une petite commune pendant 6 ans. C'est précisément pour laisser aux jeunes de 18 ans le temps d'exercer un mandat local, soit 6 ans, que l'âge minimum d'une candidature au sénatorial a été fixé à 24 ans. Mais cela n'a rien d'obligatoire pour Jean-Pierre Sueur. Lui est favorable à l'éligibilité des sénateurs dès 18 ans. Il ne tient pas cet argument pour une raison très simple, c'est que si on pense cela,
alors il faut écrire dans la Constitution qu'on ne peut être candidat au sénatorial que si on a déjà exercé un mandat local. Or, on ne peut pas l'écrire, ce serait inconstitutionnel. La moyenne d'âge des sénateurs est aujourd'hui de 61 ans. 1,7% d'entre eux ont moins de 41 ans. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Françoise Gatel, bonjour, merci d'être avec nous. Sénatrice centriste d'Ille-et-Vilaine. Céline Braconnier est également avec nous. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directrice de l'IEP, c'est l'Institut d'études politiques de Saint-Germain-en-Laye. Merci d'être avec nous. Et puis Vincent Segouin, vous êtes sénateur LR de l'Orne. Merci d'être sur ce plateau. Première question pour vous, Vincent Segouin, parce que vous êtes le rapporteur de ce texte qui sera débattu en séance la semaine prochaine. On a entendu déjà dans le reportage de Xavier Dechir les réactions un peu hostiles des sénateurs. Il faut impérativement avoir au moins exercé un mandat local pour pouvoir être candidat au sénatorial. Ça vous paraît un minimum ? Tout à fait, je pense que c'est nécessaire et indispensable. Le Sénat est représentant des collectivités. Je suis intimement convaincu que pour représenter des collectivités, il faut avoir une expérience de collectivité et un mandat local minimum est indispensable à mes yeux. Oui. Françoise Gatel, quelle est votre position sur cette proposition de loi ? Alors moi, je suis un peu sur la même ligne que mon collègue. Alors, on peut être facilement taxé d'antigénisme. Je pense qu'il faut rappeler pourquoi il y a eu cet écart. C'est parce qu'effectivement, le Sénat, c'est la chambre des territoires. Et je trouve que quand tout le monde partage l'envie d'avoir une loi qui soit, on va dire, justement faite, qui soit facile à appliquer. Je trouve que c'est bien que les gens qui font la loi aient une connaissance du sujet et notamment des territoires. Et d'autant plus aujourd'hui que depuis que la loi sur le non-cumul a été mise en place, je pense que dans quelques années, nous aurons des assemblées parlementaires complètement hors sol. Ça n'enlève rien au talent, à l'intelligence et à l'envie des jeunes, mais je pense qu'il faut qu'on raisonne avec l'objectif d'une loi bien faite et juste. Donc moi, je ne suis pas favorable à faire bouger les lignes de cette particularité, mais qui est bien justifiée. Céline Braconnier, ça sera un signal fort de la part du Sénat de s'aligner sur les autres élections. Ça a été rappelé, on peut être président de la République à 18 ans aujourd'hui si on le souhaite. Oui, mais dans le contexte institutionnel tel qu'il est aujourd'hui, je partage les avis qui viennent d'être exprimés. Ça n'aurait pas forcément beaucoup de sens de baisser l'âge d'éligibilité des sénateurs qui représentent les territoires et qui ont fait au cours de leur histoire de l'âge associé à l'expérience, une particularité de l'Assemblée. Là, j'interviens aussi pour départager, par exemple, des élus qui seraient à égalité à l'issue du scrutin. C'est une marque identitaire du Sénat et c'est pas forcément révoltant que de ne pas céder à cette espèce de dynamique très favorable à la prise de pouvoir des jeunes un petit peu partout. On a aussi beaucoup à attendre de personnes un peu plus âgées. Il y a un certain nombre de pays qui ont des assemblées des sages, par exemple. Je pense que le Sénat peut ambitionner dans certains moments de notre vie institutionnelle de représenter cette assemblée des sages. En revanche, je pense qu'il y a un problème d'âge en lien avec les élections, mais pas lié à l'élection du Sénat. Oui, on va y venir. Vincent Segouin, pourtant, représenter un territoire n'implique pas forcément d'y exercer un mandat local. Je pense à vos collègues qui sont sénateurs des Français de l'étranger, par exemple. Tout à fait. Alors, il faut savoir que, en effet, c'est l'argument d'André Gattolin, c'était de dire que le mandat local n'est pas nécessaire pour être un bon sénateur. C'est tout à fait vrai, puisque certains sénateurs vont s'intéresser à des sujets de débat et pas forcément sur les collectivités locales et sur les améliorations des problèmes. Par contre, ils sont dans un nombre très limité. Et je pense que la force du Sénat, justement, c'est on est chambre représentant des collectivités, on incarne une certaine sagesse depuis des années maintenant. C'est depuis le départ de la conception du bicamérisme. Ça date de 1795, mais comme on me l'a fait remarquer ce matin, je ne suis pas là pour refaire l'histoire. Et ce n'est pas du tout le but. Mais toujours est-il, le bicamérisme repose sur deux assemblées qui doivent être différentes.
Et par l'âge, c'est un critère qui permet d'avoir cette différence. Et donc, pour en venir, le mandat local, pour certains sénateurs, c'est très bien, mais pas en majorité. Alors, Pierre Cazeneuve va nous rejoindre sur ce plateau. Je vous en prie, entrez. Vous êtes le fondateur du parti Allons Enfants et vous êtes vous-même conseiller municipal de Saint-Cloud. C'est vous qui avez motivé cette proposition de loi, on rappelle, portée par André Gattolin, puisque vous-même, vous avez été appelé en tant que conseiller municipal à être grand électeur pour voter pour les sénatoriales. Et c'est là que vous êtes dit, en fait, je dois voter pour une élection pour laquelle je ne suis pas éligible. Exactement. Alors même avant les sénatoriales, la loi Allons Enfants, comme on aime l'appeler, c'était déjà dans le programme du parti pour les élections législatives. Ça vient dans une optique de vraiment... l'objectif, c'est de maximiser la présence des jeunes en politique et leur représentation, ce qui aujourd'hui n'est pas tout à fait le cas. Et c'est devenu d'autant plus concret, cette histoire d'éligibilité au Sénat, justement au moment des sénatoriales, où je me suis retrouvé comme des dizaines d'autres jeunes, je pensais, mais en fait c'est des centaines d'autres jeunes de mon âge, dans la position qui est anormale, dans l'anomalie démocratique, où j'étais forcé de voter à une élection, sous peine d'amende, sans pouvoir y être candidat. Ce qui est complètement contraire au principe de représentation, comme quoi citoyenneté et éligibilité doivent coïncider. Et donc c'est vraiment en étant face à cette situation qui était quand même un peu folle finalement, je me suis aussi rendu compte qu'en fait on n'était pas quelques dizaines mais quelques centaines, on était déjà 38 rien que dans les Hauts-de-Seine, que j'ai décidé après d'aller voir M. Gattolin pour lui parler de ce projet et le convaincre de le porter au Sénat. Françoise Gatel, c'est une anomalie démocratique, nous dit Pierre Cazeneuve. Non, je ne le dirais pas comme ça. Moi, je comprends très bien ce qui est défendu, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut, à chaque fois qu'on a envie de faire bouger des lignes, et c'est très bien, penser à quoi servent les choses dont on parle. Et que le Sénat, encore une fois, c'est le représentant des territoires. Et moi, je pense que pour bien faire la loi, avoir été dans un exécutif local, c'est un peu utile. Et que on a beaucoup parlé de la représentation des femmes et de la nécessité de la parité. Alors moi, je ne défends pas du tout des sénateurs qui pourraient avoir mon âge et plus, chacun a son parcours et c'est très bien. Mais la société, elle est diverse et je pense qu'il est important que l'ensemble des composants de la société soient représentés. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'est pas capable d'être sénateur, qu'on ne raisonne pas du tout, mais ce n'est pas parce qu'on a plus de 18 ans qu'on n'est pas capable non plus d'apporter autre chose en complémentarité. Et je dirais juste que moi, je comprends le symbole et votre logique, mais j'aimerais bien aussi que vous entendiez, sans être forcément d'accord, ce que nous disons, c'est-à-dire que c'est important dans les territoires d'avoir des gens qui connaissent les choses et que même si ça n'est pas 18 ans et qu'on n'est pas sur un principe strictement égalitaire, mais on a compris pourquoi, quelqu'un peut être sénateur à 24 ans et demi et on voit, et je terminerai là-dessus, moi quand j'étais maire, j'ai toujours eu j'ai beaucoup encouragé les jeunes à participer aux élections municipales et que parfois c'est difficile pour eux parce qu'ils ont aussi un parcours professionnel qui fait qu'au bout de 6 mois, 1 an ou 1 an et demi, ils sont dans leurs études et qu'à un moment, ils laissent... Céline Braconnier, ensuite je vous ferai agir Pierre Cazeneuve. La question du seuil me paraît détourner le regard d'une question sur l'âge qui pourrait être vraiment posée au Sénat, qui est celle de la moyenne d'âge. Puisque dans le droit existant, on constate, votre reportage le montrait, que moins de 2% des sénateurs ont moins de 40 ans. Ça, c'est une difficulté. Donc il faut questionner la façon dont les partis politiques investissent ces élections et présentent des candidats. Donc oui, pour évidemment rajeunir le Sénat pour qu'il soit plus représentatif de nos territoires, qui sont aussi divers, y compris en termes de population et d'âge des populations. En revanche, ne pas focaliser sur l'âge, parce que je pense que ça détourne des vrais problèmes. Alors Pierre Cazeneuve, ensuite Vincent. Oui, je répondais, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Le but de cette loi, c'est pas d'avoir un Sénat où il n'y a que des sénateurs de 18 ans ou des sénatrices de 18 ans, c'est pas du tout le but. Et d'ailleurs, je pense que même dans l'essence de comment cette loi a été portée, c'est un parti composé de jeunes qui vient voir un sénateur qui est plus âgé, plus expérimenté et qui ensemble collaborent pour porter une loi. C'est un formidable message et rien que dans la manière dont on a porté cette loi, c'est vraiment le cœur du message. Et après, je reviens vers vous, j'ai toujours l'impression, quand j'ai eu la chance d'avoir pas mal de sénateurs au téléphone ces dernières semaines, et tout le monde est d'accord pour avoir plus d'élus locaux qui sont jeunes, plus de jeunes qui s'investissent, ils trouvent ça tous formidable, qu'il y ait des jeunes qui s'investissent, et quand je leur dis, mais
adressez-leur un message fort en leur disant, vous dites que vous êtes les représentants des élus locaux, pourquoi vous n'êtes pas les représentants, pourquoi tous les élus locaux ne peuvent pas être ce représentant-là? Et ça, c'est extrêmement important d'adresser un message fort à cette jeunesse. On a 18 mois, on a 6 mois des européennes, on a 18 mois des élections municipales. Abaisser cet âge-là, c'est une mesure qui est aussi très symbolique et qui est un appel à l'engagement de la jeunesse. Et c'est aussi sur ça que j'aimerais vous interpeller aujourd'hui. Alors Vincent Seguin, peut-être votre réponse à Pierre Cazeneuve. Oui, pour vous répondre, déjà, je voudrais revenir, parce qu'on a fait une étude comparative entre le Sénat, la moyenne d'âge du Sénat et la moyenne d'âge de l'Assemblée. On voit que depuis les élections de 2017, la moyenne d'âge de l'Assemblée, de 55 ans, s'est descendue à 49 ans. On a étudié pour savoir si c'était une entrée massive de jeunes de 18 ans, puisque la loi avait eu lieu entre deux, pour savoir si c'était cette entrée massive de jeunes de 18 ans qui a fait baisser cette moyenne d'âge. Non. C'est une entrée massive de personnes de 30 ans, 40 ans, jusqu'à 50 ans qui ont permis cette baisse de la moyenne d'âge. Au contraire, il y avait des députés ici. Il y avait juste des députés qui avaient entre 18 et 24 ans. Il y en avait un aux élections précédentes. Il n'y en a plus. Il faut le savoir. Vincent Dubois, 23 ans. Non, oui, 23 ans, vous avez raison. Mais juste 23 ans. Je me trompe, ce n'est pas 24 ans, c'est 23 ans. Vous avez raison. Un seul. Peu importe. Toujours est-il, vous voyez que le rajeunissement du Sénat peut très bien s'opérer, mais sans diminuer cette moyenne d'âge de 24 à 18 ans. Ça n'a pas d'effet. André Gattolin nous a... C'est pas qu'une question de rajeunissement. C'est pas une question de rajeunissement, c'est pas mon point ici. C'est pas pour ça qu'on défend la loi. C'est une question de symbole, c'est une question de laisser l'opportunité. Il y a près de 5 millions de jeunes aujourd'hui qui se sentent exclus finalement de cette élection, Françoise Gatel. Alors moi, encore une fois, c'est difficile d'être contre parce qu'on a l'air d'être taxé de vieux machins. Voilà, mais c'est pas le sujet. Moi, je comprends que ce soit un symbole pour vous, mais très sincèrement, à combien de jeunes va parler le fait qu'on va pouvoir être sénateur à 18 ans? Je pense que dans la jeunesse, on pourrait faire un sondage, il doit y avoir 3/4 des jeunes qui ne savent même pas qu'il y a un Sénat, un peu moins qu'il y a une Assemblée. Donc, moi, j'entends le symbole. En même temps, sincèrement, je dis qu'un jeune puisse venir à 24 ans, c'est formidable et c'est très bien, et ça ne gêne en rien. Et que je pense qu'il faut surtout mobiliser les jeunes pour qu'ils aillent voter. Voilà, ce qui est très important, et qu'on les encourage à aller dans les conseils municipaux pour qu'ils découvrent la chose publique où l'engagement est plus facile. Parce que sincèrement, un jeune qui démarre à 18 ans comme sénateur, si au bout de 6 ans il est battu, comment on reprend les études? Mais il n'empêche, moi je suis très heureuse qu'il y ait des sénateurs qui arrivent à 24 ans, mais vous comprenez l'esprit que nous on prône, c'est celui de dire c'est très bien d'aller pouvoir faire des lois quand on est très jeune, qu'on a beaucoup d'enthousiasme, qu'on est intelligent, mais on a une culture des territoires, c'est une culture des sujets dont on va parler. Donc on n'est pas loin de vous. Est-ce que c'est un sujet des étudiants de l'IEP à Saint-Germain-en-Laye, cet âge d'élection, d'éligibilité chez les sénateurs? Les sénateurs, non. À vrai dire, nos étudiants, ils sont comme la majorité de la population. Le fait que le Sénat soit élu au suffrage indirect en fait un des scrutins les moins connus des Français. Et bien sûr, nos étudiants en sciences politiques sont les mieux placés pour vous faire un petit laïus sur le Sénat. Mais ils ne se sentent pas concernés directement. Je pense qu'en revanche, la question de l'engagement des jeunes, de façon générale, et même la question de l'âge du vote des jeunes se pose véritablement en France. Si les questions de seuil, notamment de plus en plus, il est question dans un certain nombre de grandes démocraties occidentales qui enregistrent une très forte abstention des jeunes. C'est le cas aussi dans notre pays depuis un certain nombre de scrutins. Mis à part la présidentielle, on pourrait y revenir. Il est question d'abaisser l'âge électoral à 16 ans. Et ça pourrait être une bonne idée, paradoxale a priori, puisque les jeunes votent très peu. Mais un certain nombre de travaux montrent que s'ils votaient plus jeunes, on aurait sans doute une participation plus importante. Pierre Cazeneuve. Non, mais moi, voilà, encore une fois, c'est marrant, on constate, tout le monde souhaite l'engagement des jeunes, pour aller voter plus tôt, d'autres dans les conseils municipaux, etc. Et quand des jeunes viennent vous voir en disant « ça, c'est une mesure qui nous touche, ça, c'est une mesure qui est importante », on vient vous voir directement. Alors, certains ne répondent pas, on reviendra après, mais quand on vient vous voir directement pour dire « ça, c'est quelque chose qui aurait un effet »,
pourquoi quelle est la stature de dire ça ne sera pas utile ou ce n'est pas une bonne idée ou rester au Conseil pas dit ça. Non, c'est important aussi. D'autant que le lien entre être un bon parlementaire, entre guillemets, et avoir exercé un mandat local, on le disait, n'est pas forcément vérifié. Non, c'est vrai. Alors, juste, je voulais rebondir, parce que c'est vrai qu'en général, on fait évoluer une loi, notamment diminuer l'âge de l'élection des sénateurs, simplement parce qu'on a une demande de plus en plus récurrente des jeunes qui veulent s'inscrire dans cette démarche-là. Juste pour votre information, il n'y a aucune demande qui existe de jeunes de 18 à 24 ans qui veulent réellement rentrer au Sénat. Franchement. Sortez d'où cette statistique On la sort. On la sort. On la conseillers municipaux qui sont de mon âge, qui étaient dans ma situation de grands électeurs. Vous auriez pu, on aurait pu en échanger parce que juste moi quelque chose j'ai trouvé ça profondément choquant. Je me permets de faire une petite intervention. J'ai essayé de vous êtes rapporteur de cette loi. En tant que rapporteur de cette loi, vous avez le devoir de venir écouter toutes les parties prenantes pour émettre un avis sur un avis en ayant toutes les informations. Or là, non seulement vous n'êtes pas venu me contacter alors que je suis à l'initiative de cette loi, premièrement, mais deuxièmement, quand moi je suis venu vous contacter, vous avez refusé de m'avoir au téléphone, ne serait-ce que 10 minutes, parce que vous avez... Alors, vous avez l'occasion de vous expliquer sur ce plateau. Je sur un plateau télé. Et non, mais je trouve ça très systématique, parce que non seulement on ne veut pas qu'il y ait des jeunes de moins de 24 ans qui rentrent au Sénat, mais en plus, on ne veut pas les représenter, parce que représenter, déjà, ça commence par l'écoute. Et même ça, vous n'avez pas réussi à faire. Et ça, je trouve ça franchement systémique, d'une attitude générale envers les jeunes en politique. Et il faut faire attention à ce genre de choses. Est-ce qu'au-delà de cette proposition de loi, il y a cette question de l'ancrage territorial? Est-ce qu'il est vraiment nécessaire pour réussir en politique? On voit peut-être qu'Emmanuel Macron lui reproche beaucoup, justement, lui, de n'avoir jamais eu de mandat local. Mais je pense qu'il y a des parcours différents et c'est très très bien. Et encore une fois, moi, j'entends ce qui est dit, est formidable que des jeunes veulent s'engager. Sauf que je pense que c'est un symbole et que ça ne marchera pas, mais je respecte. Enfin, moi, non, mais c'est vrai. Non, mais on peut pas dire que c'est parce qu'on n'est pas d'accord avec vous qu'on ne veut pas. Non, mais je veux pas qu'on caricature ce qu'on essaie de dire, parfois difficilement. Moi, je crois, et on le voit là en ce moment, hein, sur les lois territoriales, je veux dire, on voit bien au Sénat, les gens qui ont géré une collectivité, dans lesquelles, je prends une commune, dans lesquelles vous avez des cantines, vous avez des écoles, voilà, et qui, quand ils examinent des propositions qui viennent du gouvernement, tout de suite, ils imaginent comment ils vont faire marcher ça, ce qui va marcher et ce qui ne va pas marcher. On prend l'exemple des rythmes scolaires. Ce n'était pas une loi, mais la loi serait venue au Sénat. On peut être aussi issu de la société civile, être parent et avoir un regard sur les rythmes scolaires. François Gatel. Moi, je partage, et encore une fois, je dis chacun son parcours. Moi, je suis arrivée en politique, j'avais 50 ans, parce que j'ai eu un parcours professionnel, et c'est très bien. C'est la diversité de la société. Par contre, je ne vois pas pourquoi il serait de bon ton en politique de cultiver le hors-sol alors qu'on l'interdit en agriculture. C'est un peu caricatural, mais c'est ça. Je trouve que c'est mieux quand les gens parlent de ce qu'ils connaissent, mais ce qui ne veut pas dire que des élections nationales doivent être réservées uniquement à des gens qui ont un mandat local. Mais moi, je pense qu'il faut que les gens aient aussi une appétence, une envie qui dure dans le temps, mais il faut qu'on soit aussi nombreux et aussi divers que la société. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Cet aspect de société civile aussi, de la présence, hein, souvent, elle est souvent reprochée comme étant insuffisante au sein des assemblées parlementaires. Oui. Excusez-moi, juste, je voulais rebondir sur ce que Françoise Gatel vient de dire. Je pense qu'en même temps que l'abaissement de l'âge de 18 ans, il fallait, pourquoi pas aller vers les 18 ans. Hein. Moi, pas de souci particulier. Sauf que dans ce cas-là, on dit que le Sénat n'est plus représentant des collectivités. Parce que je considère que pour être représentant des collectivités, il faut avoir l'expérience des collectivités. Voilà, ça, c'est un avis purement personnel. Moi, par exemple, je suis... Alors, juste si vous pouvez me permettre, juste parce qu'à chaque fois, je suis coupé, donc c'est assez compliqué. Donc, 18 ans, plus représentant des collectivités, nous sommes une deuxième Assemblée nationale. Donc, dans ce cas-là, le bicamérisme devient un monocamérisme. Bon, ça peut être un choix. Mais argumentez votre choix, parce qu'on ne peut pas se dire représentant des collectivités sans avoir l'expérience des collectivités. Ou alors on perd toute crédibilité. Et encore une fois, on va entendre des électeurs qui vont nous dire « vous êtes loin de nos préoccupations, vous ne connaissez pas nos problèmes, vous ne réglez pas nos problèmes, etc. etc. » Et je disais, simplement pour en venir, les sénateurs qui ne sont pas rattachés à un territoire. Le cas d'André Gattolin, hein, que j'ai beaucoup écouté et qui m'a particulièrement intéressé.
Ce que je disais en introduction avant que vous arriviez, c'est que ces personnes-là, ces sénateurs-là, sont en un nombre très limité. Ils s'occupent de tous les sujets de société, ils le disent bien. On ne va pas sur les sujets de collectivité parce que c'est un domaine dont on ne maîtrise pas. On reste sur des sujets qui touchent tout le monde, sur les lois, sur ce qui est en train de se passer, PLFSS, etc., etc. Et voilà. Alors, est-ce que l'on veut tendre vers un Sénat qui ressemble à une Assemblée nationale, sachant que l'âge a toujours été un critère pour que le Sénat soit différent, il faut le savoir, depuis la nuit des temps, et en plus, le rôle du Sénat, c'est de reprendre la première lecture. C'est pas souhaitable l'arrivée de la société civile au Sénat, comme on a pu le voir avec la vague de députés En Marche lors des dernières élections législatives? Mais qu'est-ce que ça veut dire l'arrivée de la société civile? Je ne sais pas trop. Alors, pas forcément des élus qui. Non mais oui, non, mais les élus des collectivités peuvent être porteurs d'expériences professionnelles antérieures. Alors 61 ans étant l'âge moyen, ça signifie qu'un certain nombre de sénateurs sont à la retraite. Mais pour autant, voilà, un certain nombre de sénateurs sont porteurs d'expérience. Bon, il se trouve que les modalités de scrutin, la façon dont les partis politiques investissent ces modalités, tendent à homogénéiser les trajectoires des sénateurs, et notamment le rôle très très important joué par les partis politiques dans les choix des candidats, tend à homogénéiser. Je remarque que alors que le Sénat a été au cours de plusieurs scrutins un modèle pour l'Assemblée nationale en matière de féminisation, la situation s'est inversée. Et je me questionne là-dessus. Vous voyez, pendant des années, il y a eu la proportion de femmes était plus importante et on regardait le Sénat. Aujourd'hui, le Sénat s'éloigne de la représentation des territoires, parce que ce n'est pas parce que ce sont les territoires qui sont représentés que la diversité de ces territoires ne doit pas être représentée en âge, même si on ne descend pas forcément jusqu'au seuil de 18 ans, mais aussi en termes d'origine sociale, de féminisation. Ça, ce sont des vraies questions. Je rebondis sur ça. Je pense que c'est tout à fait vrai. Et je pense qu'effectivement, déjà, les jeunes représentent une réalité des territoires qui n'est pas forcément pris en compte, justement à cause de cette limite d'âge. Et puis, vous disiez, si on abaisse à 18 ans, on va perdre la spécificité du Sénat. C'est pas vrai. Je suis pas en train de vous dire il faut avoir une élection au suffrage universel. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut avoir que... Aujourd'hui, déjà, on peut être sénateur sans être élu local. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que déjà tous les élus locaux puissent l'être, sénateurs. Et deuxièmement, dire aussi que représenter un territoire, c'est pas forcément être un élu local. Il y a plein, que ce soit le milieu associatif, le milieu sportif, le milieu culturel, on peut s'investir dans plein de choses, être représentant de son territoire, avoir cette spécificité-là, parce qu'on est élu par des grands électeurs de son territoire. C'est l'Orne qui décide qui va être le représentant du territoire de l'Orne. C'est pas parce que vous êtes élu local dans l'Orne que vous allez mieux représenter l'Orne qu'un autre personne de votre département. Qui peut avoir une activité, un engagement qui est autre. Et ça, c'est extrêmement important. Je ne veux surtout pas perdre la spécificité des territoires. D'autant plus que les territoires, aujourd'hui, comportent des enjeux qui sont d'une modernité et qui sont ancrés dans la réalité de notre génération. Mais c'est incroyable que ce soit la mobilité, que ce soit le développement durable, on en parle depuis des jours en flux tendu sur les infos, l'accès au numérique. Ça sera un moyen de faire entrer toutes ces problématiques justement qui sont au cœur des préoccupations des jeunes au Sénat. Voilà, je trouve le propos juste, mais je le trouve un peu court. C'est-à-dire, non, mais c'est vrai, moi, je veux pas, vous n'avez pas dit ça, mais je veux pas qu'on laisse croire qu'ici, le développement durable, alors vraiment, ça n'existe pas, immobilité, ça existe. On parle que de ça ici. Je veux dire, quand vous êtes élu d'un territoire, moi, j'étais maire présidente d'une interco, ça fait 10 ans que je me bats pour qu'on invente des mobilités dans les territoires où il n'y a rien, et c'est ce qu'on n'a pas arrêté de dire à Édouard Philippe, qu'au lieu de taxer, il faut d'abord donner des solutions. Voilà, donc ces préoccupations, on les porte fortement. Donc ensuite, quand vous disiez que on est parfois un peu loin de la réalité des choses, je ne sais pas, sur la parité, si on a moins de femmes ici, il faut aussi comprendre que parfois, dans certains départements, il n'y a qu'un sénateur. Donc c'est une femme ou un homme, alors qu'il peut y avoir plusieurs personnes à se présenter. Donc, ce qui fait que la représentativité féminine, elle est constituée différemment de l'Assemblée. Et puis, moi, je partage ce que vous dites. Il faut que les jeunes y s'engagent. Mais franchement, on ne demande que ça. Donc, il faut y aller, mais il faut y aller vraiment. Voilà. Et que ne pas voter ce que vous proposez, c'est pas rejeter ça. Je dis que
la diversité des territoires, elle est importante et que beaucoup de sénateurs qui sont là, il faudra regarder, beaucoup d'entre nous ont une vie professionnelle très longue et qu'un sénateur, c'est comme un maire, c'est d'abord un citoyen, donc il me semble qu'on fait aussi partie de la société tout court, qu'elle soit civile ou pas. Voilà. Attention, je voudrais simplement répéter, l'âge d'éligibilité des sénateurs est à 24 ans. Oui. On ne parle pas de 40 ou 50 ans, parce que quand on écoute les discours, on a l'impression que le sénateur, c'est le vieux croulant. Enfin, je ne pense pas. Depuis 2000, il y a eu une évolution quand même, puisque ça a été 30 ans, 35 ans jusqu'en 2003, et puis 30 et puis 24 depuis 2011. Donc il y a eu, le Sénat a pris acte de la nécessité de rajeunir. Mais encore une fois, les chiffres parlent, moins de 2% de sénateurs de moins de 40 ans. Ça questionne quand même. Et je voudrais revenir sur ce qui a été dit au départ, sur la motivation, si j'ai bien compris, de votre démarche, qui était d'envoyer un signe à la jeunesse et par là d'avoir un levier finalement de mobilisation politique pour les jeunes. Je partage tout à fait cette nécessité et je ne suis pas sûre que ce soit en investissant la question du Sénat qu'on soit le mieux à même de mobiliser les jeunes politiquement, notamment pour le scrutin comme les européennes qui s'annoncent. Notamment parce que le nombre d'électeurs est tellement petit, parce que le mode de scrutin est tellement particulier que ça n'en fait pas un sujet susceptible de mobiliser très largement la jeunesse. Je n'ai pas dit que c'était la solution miracle. J'ai dit que c'était une solution. Mais après, chacun peut choisir. Il y a cette dimension qui est très symbolique. On adresse un message fort à la jeunesse. Si c'est ça qui vous parle, allez-y, votez pour ça. Si c'est parce que c'est une mesure rationnelle d'homogénéisation, on peut être président de la République à 18 ans, on peut être au Conseil constitutionnel à 18 ans, on ne peut pas être sénateur à 18 ans, il y a quelque chose qui bloque là-dessus. Là aussi, c'est une raison qui vous parle, allons-y. Et dernier point, il y a cette anomalie antidémocratique où on est dans une situation où on peut être électeur à une élection à laquelle on ne peut pas être candidat. Et ça aussi, c'est une situation qui est anormale et qu'il faudrait... et antidémocratique. Vous aurez la réponse dans l'hémicycle la semaine prochaine. Voilà. Merci Pierre Cazeneuve, merci Vincent Segouin, merci à vous Céline Braconnier, merci Françoise Gatel d'être venue sur ce plateau. On va retourner dans l'hémicycle. Vous savez, les sénateurs poursuivent l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Alexandre Poussard, vous suivez pour nous les débats et cet après-midi, une fois n'est pas coutume, on va parler du rhum dans l'hémicycle. Et oui Delphine, puisque le gouvernement souhaite aligner les taxes sur les alcools forts en Outre-mer sur la fiscalité des spiritueux en métropole. Alors pour vous donner un ordre d'idée, la taxe pour 1 litre d'alcool en Outre-mer est 14 fois inférieure à la taxe en métropole. Alors le gouvernement souhaite une augmentation progressive de ces taxes et souhaite aligner la fiscalité ultramarine d'ici 5 ans sur celle de métropole. Et ce texte veut aussi résoudre un problème de santé publique en luttant contre l'addiction à l'alcool, car dans ces territoires d'outre-mer, il y a des phénomènes d'alcoolisation des fœtus, de violences conjugales ou encore d'accidents de la route liés à l'alcool. Alors vous l'imaginez, les sénateurs d'outre-mer sont vent debout contre cette mesure qu'ils jugent inefficace, car d'abord elle ne va pas lutter contre l'alcoolisme des jeunes, puisque ces jeunes consomment de la bière et pas du rhum. Et puis il y a un aspect évidemment économique, puisque ces taxes vont frapper directement les petites distilleries de rhum, notamment aux Antilles, et toute une agriculture basée sur la canne à sucre. Et c'est Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé, qui va faire face aux sénateurs ultramarins ici au Sénat dans quelques minutes. Merci Alexandre pour ces précisions et pour prolonger sur ce sujet. On retrouve Tam Tranu avec la sénatrice socialiste de la Martinique, Catherine Conconne. Oui, Catherine Conconne, la fiscalité sur le rhum n'est donc pas la même en métropole et en Outre-mer. En Outre-mer, elle est 14 fois plus faible. Qu'est-ce qui déjà explique cette situation? Il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux de taxes sur les alcools. Par exemple, en France, le vin est très bassement taxé. Je peux comprendre. Production patrimoniale, culturelle, à forte valeur ajoutée, exportation. Donc la France a protégé sa production première de vin qui fait le bonheur et la grandeur de la France. Et par contre, d'autres catégories d'alcool, comme les spiritueux, sont fortement taxés. Le rhum, par malheur, se retrouve dans la case des spiritueux et se bat commercialement. Donc pour vous, il y a aussi une valeur patrimoniale en Outre-mer du rhum. Si j'ai cette couleur de peau, c'est la canne à sucre.
N'oubliez pas que mes ancêtres ont été déportés d'Afrique vers les pays de la Caraïbe et de l'Amérique afin de cultiver ce précieux roseau qui d'abord a été une production sucrière et maintenant, aujourd'hui, pour ce qui concerne les Antilles en particulier, très tourné vers le rhum qui est devenu une valeur sûre, une valeur d'exportation. Donc, par malchance, le rhum se retrouve dans la catégorie des spiritueux et se bat donc à armes égales. On veut qu'ils se battent à armes égales, par exemple avec le gin, la vodka, les whiskies, qui sont des produits d'importation en France. Ils ne sont pas un produit français. Alors, vos collègues de l'Assemblée nationale ont voté un alignement des fiscalités sur le rhum sur un délai assez rapide, 5 ans. Donc, d'ici 2023, les 2 fiscalités en métropole et en outre-mer doivent être les mêmes pour eux. Vous vous y opposez. Qu'est-ce que vous proposez? C'est une décision qui est purement stupide et qui ne repose sur aucun argument qui vaille la peine d'être retenu. Premièrement, comment peut-on expliquer qu'en vendant du rhum un peu plus cher, 2-3 euros de plus la bouteille, on va lutter contre l'alcoolisme? Quand quelqu'un est vraiment addict, pour reprendre un terme à la mode, à l'alcool, vous croyez qu'il est à 1, 2 ou 3 euros près pour pouvoir assouvir sa dépendance? Il faut soigner les dépendants à l'alcool. Et ce n'est pas en augmentant le tarif du rhum que la personne va boire moins. Deuxièmement, il faut savoir, pour les Antilles, le territoire qui me concerne le plus, que la boisson la plus consommée aujourd'hui, ce n'est pas le rhum. 8% seulement de la production est consommée localement. Le reste est exporté. Mais c'est la bière. C'est ce que disait mon collègue Alexandre Poussard, notamment par les jeunes. Importée à 61%. Il y a une marque très célèbre avec de la tequila dedans. Vous voyez de quoi je parle et qui est très consommée par les jeunes chez nous et qui est une bière qui n'est même pas produite localement, qui est importée. 61%. Le champagne. Savez-vous que la Guadeloupe et la Martinique sont les 2 plus grands consommateurs de champagne en France? Donc vous voyez que si jamais on devait lutter contre l'alcoolisme, il y a d'autres boissons à taxer, entre autres le champagne, entre autres la bière qui sont très faiblement taxées, plutôt que le rhum. Alors que proposez-vous et pensez-vous pouvoir avoir l'accord de la ministre sur ce que vous proposez? Nous avons des arguments pour nous défendre, beaucoup d'arguments. Et moi, quand je relis les arguments qui ont été tenus par la ministre elle-même à l'Assemblée nationale face à ce parterre de députés, je me dis une fois de plus, le gouvernement français, quel qu'il soit d'ailleurs, fait la preuve d'une méconnaissance énorme de nos territoires. On nous dit oui, on va vous donner quelques années pour pouvoir vous aligner, pour que vous ayez le temps de changer de culture. Mais il n'est pas question d'arrêter la culture de la canne à sucre. Bien au contraire. Si je fais les comptes aujourd'hui, on aurait besoin de 2000 hectares supplémentaires pour répondre à la demande aussi bien en sucre de canne, qui nous manque, qui n'est pas produit en quantité suffisante, mais également en rhum exporté dans plus de 100 pays et on n'a pas assez de rhum pour vendre. D'où vient cet argument qu'il nous faudrait du temps pour pouvoir retomber sur nos pieds? Eh bien, merci beaucoup Catherine Conconne d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam, pour cette réaction. On en vient à présent à notre dossier sur un phénomène en forte hausse, la désertification bancaire. Elle frappe de plus en plus les territoires ruraux qui voient les distributeurs automatiques de billets fermés les uns après les autres. Alors avant d'en parler avec mon invité, le sénateur RDSE du Puy-de-Dôme, Éric Gold, qui porte une proposition de loi pour remédier à ce phénomène. On voit tout de suite ce reportage de Jordan Klein dans le département du Nord. Bonjour Monique, rentre, n'aie pas peur. À Zuidcote, dans le département du Nord, Edgar est le boucher de la ville. 1632 s'il te plaît. Ce village d'environ 1500 habitants se bat depuis longtemps pour son distributeur de billets. Il y a une dizaine d'années, Edgar tente de se mobiliser avec ses moyens pour qu'un DAB soit installé à Zuidcote. Les commerciaux de Zuidcote, on a fait une pétition pour avoir qu'on nous dépose un distributeur à Zuidcote parce qu'il n'y en avait pas. Et c'était un problème que les gens devaient toujours partir de village à côté pour prendre du liquide. Et on a eu gain de cause parce qu'on a rempli, je crois qu'à l'époque, on a dû rentrer 600-700 pétitions. Donc on a eu ce distributeur qui est arrivé à Zuidcote, de par le biais du Crédit Agricole. Seulement, il y a environ un an, le Crédit Agricole décide de fermer le seul et unique distributeur que possède la commune. Voilà ce qui reste du distributeur de Zuidcote. Pour pallier ce manque, il a été proposé aux commerçants du village de pratiquer le cashback, c'est-à-dire échanger du liquide avec les clients contre un paiement par carte de crédit. Le cashback, ce n'est pas une idée qui me plaît parce que c'est encore une fois le commerçant qui fait le rôle de la banque. Voilà, comme le Monéo il y a quelques années. Donc c'est-à-dire que le client va avec sa carte bleue chez le commerçant pour aller retirer l'espèce. Et les frais, c'est encore une fois pour le commerçant. Donc après, c'est des problèmes de trésorerie. Donc on est commerçant, on n'est pas banque. Voilà.
Suite à la fermeture de ce DAB, le Crédit Agricole explique qu'un autre distributeur est à disposition dans la ville de Brédune. Brédune, qui se trouve à exactement 2,7 km de Zuidcote. Anecdotique pour les gens mobiles, bien plus compliqué pour quelques personnes âgées. Eh bien là, je vais faire un chèque pour mon fils. Brigitte fait partie du club du 3e âge du village et n'a pas de carte de crédit. Alors pour se procurer du liquide, fréquemment, elle fait des chèques à son fils en échange d'un peu de cash. Mais pour des petites sommes, par peur des cambriolages. Quand je dois avoir du liquide, c'est compliqué. Je dois faire attention, par exemple, s'il y a une brocante, je dois prévoir d'avoir un petit peu de liquidité. On se sent abandonné, oui, tout à fait. Pour conserver ce distributeur actif, le Crédit Agricole demande à la ville 3 500 € par an. Une somme bien trop importante, estime la maire du village, qui ne cache pas son mécontentement. Je suis extrêmement déçue, même je dirais presque à la limite de la colère. Moi j'ai sur ma commune des personnes, des dames veuves qui n'ont pas toujours le permis, qui sont âgées, qui ont plus de 80 ans. Comment est-ce qu'elles font ? La commune est quand même garante du bien vivre des habitants. Et aujourd'hui, on semble avoir failli sur ce point-là. Mais je défie n'importe qui de pouvoir se battre contre une banque, quoi. C'est quand même une grosse machine, hein. Donc s'ils ont décidé, ils ont décidé. Ces derniers mois, la maire a contacté plusieurs établissements bancaires pour essayer de les convaincre d'ouvrir un nouveau distributeur. Pour l'instant, tous ont refusé. Une situation qui met en péril les commerces du village. Éric Gold, sénateur RDC du Puy-de-Dôme, est notre invité. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Éric Gold, merci d'avoir accepté notre invitation. On voit très clairement ce qu'est la désertification bancaire à travers ce reportage de Jordan Klein. Est-ce que c'est un phénomène que vous avez pu quantifier ? Alors quantifier, je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est un phénomène réel. On le retrouve quasiment dans tous les départements de France où voilà, la mode est à la disparition des agences bancaires, qu'elles aient d'ailleurs ou un distributeur automatique ou pas. Avec des conséquences sur, on le voit, les commerces, l'attractivité de ces petits centres-bourgs. Oui, la façon de vivre, la façon de consommer, tout simplement. On retrouve dans la plupart des villages, dans les zones rurales principalement, mais pas que. On retrouve des gens qui n'ont pas la possibilité de payer autrement qu'en liquide. La couverture numérique, ce n'est pas quelque chose d'universel. On retrouve des villages qui n'ont pas cette couverture numérique, qui ont une téléphonie mobile qui fonctionne assez mal, et payer avec une carte bancaire nécessite une technologie qui n'est pas forcément présente partout sur le territoire français. Alors les banques justifient souvent les fermetures de ces distributeurs automatiques de billets au motif de coûts de gestion et de sécurité trop élevés. Que leur répondez-vous ? Alors, le coût existe. Évidemment, il y a des transporteurs de fonds qui vont alimenter les distributeurs automatiques. Il y a des frais d'entretien, certes. Les banques perçoivent des fonds, des particuliers, des entreprises, etc. Des collectivités peuvent être amenées à pallier ce manque-là, mais les banques, elles récupèrent des frais, des agios, des frais qui sont demandés aux particuliers. La contrepartie, c'est aussi celle-ci. En termes d'aménagement du territoire, on voit disparaître partout des services publics, des services au public et des équipements qui servent au public. Donc voilà, je crois qu'à un moment, il faut mesurer cette difficulté qu'il y a sur les territoires ruraux et pouvoir essayer d'aménager un peu différemment. Alors vous portez une proposition de loi qui sera débattue la semaine prochaine dans l'hémicycle. Elle a pour ambition de renforcer le maillage territorial des bureaux de poste, notamment avec ces DAB sur tout le territoire. Alors, expliquez-nous. Il y a vraiment deux articles dans cette proposition de loi. Un premier article qui est là pour créer un fonds qui permettrait justement de financer les collectivités qui veulent un DAB sur leur territoire. Et puis une deuxième partie qui est la possibilité donnée notamment à la Poste pour pouvoir adosser au point contact un distributeur automatique de banque. Et que vous répond l'État quand vous l'alertez sur ce problème de désertification bancaire ? Je crois que c'est un problème qui est ressenti un peu partout. J'étais en commission des finances hier, justement, où j'étais auditionné. Je crois que les élus montrent réellement ce besoin. Alors l'État, pour l'instant, je saurai ça bientôt, puisque la proposition de loi va être étudiée le 21 novembre prochain, mercredi prochain. Donc on va voir quelle est la position de l'État. Mais en tous les cas, les élus, dans leur grande majorité, ont mesuré ce problème. Alors quel sera le rôle aussi de la Caisse des dépôts et consignations dans cette proposition de loi ?
La Caisse des dépôts et consignations, je l'envisage après, avant le débat parlementaire, donc je ne sais pas ce qu'il en sortira, mais je l'envisage comme étant un petit peu le pilote, le référent, qui permettrait justement de piloter le fonds de garantie bancaire. Ce maillage territorial va passer par des critères précis, hein, avec 10% de la population qui devra se retrouver finalement à plus de 5 km et moins de 20 minutes de trajet automobile d'un DAB. On a imaginé des distances, des temps de parcours, des choses comme ça. Voilà, le débat parlementaire est là pour améliorer les choses, mais c'est vrai qu'au départ, on a fixé des temps de parcours et des distances qui permettent à chacun de ne pas utiliser trop la voiture pour aller tout simplement récupérer un peu de monnaie. On voit dans le reportage le système de cashback, hein, c'est souvent proposé aux commerçants d'avoir finalement ce rôle de banque. Hein. On voit ce boucher hein, qui est assez réticent. Est-ce que ça, vous allez le retenir et le proposer dans votre proposition de loi ? Le cashback peut être un outil. Mais ça ne reste qu'un outil. Pouvoir retirer de l'argent chez un commerçant, on l'a vu, les commerçants d'ailleurs ne sont pas forcément très favorables ou tous favorables à ce système. Et puis un commerçant, ce n'est pas ouvert 24 heures sur 24. Un commerçant, ça ne pourra pas donner autant qu'un distributeur automatique de banque. Un distributeur automatique de banque, même si vous êtes plafonné, vous pouvez retirer une certaine somme. Ce ne sera pas forcément le cas chez les commerçants. Et puis voilà, en matière de difficultés, tout simplement, les week-ends, à des horaires où les commerçants ne sont pas ouverts, on ne peut pas retirer du cash. Ça se pratique pourtant souvent à l'étranger, ce principe de cashback. Mais je pense que c'est amené à se développer, bien sûr. Tous les outils sont bons. Je sais certainement que demain, avec une meilleure couverture numérique, il y aura certainement la possibilité de retirer de l'argent plus facilement. Mais le cashback, c'est aussi avec une carte, c'est aussi chez un commerçant où si vous n'avez pas de connexion numérique, vous ne pourrez pas retirer de l'argent, cashback ou pas cashback. Hein. Est-ce qu'on se sent un peu démuni? On voit le témoignage de la maire de cette petite commune. Quand on est un élu et qu'on voit finalement qu'une banque décide de fermer son distributeur. Écoutez, quand vous êtes un élu d'une collectivité qui n'est pas très, très importante, vous voyez disparaître d'abord tous les services publics, ensuite les services au public, et puis les agences bancaires qui, elles aussi, s'en vont des territoires, certainement se concentrent d'ailleurs dans des zones plus urbanisées, mais le besoin est bien là. Donc oui, il y a une déception, je pense, un ressenti très négatif de la population et des élus, bien sûr. Est-ce qu'on peut malgré tout imposer, avoir une force de coercition envers les banques aujourd'hui? Je ne sais pas si on peut imposer, mais le rôle de parlementaire, en tous les cas, c'est de proposer. Donc ici, oui, on va en tous les cas proposer. Et j'ai l'impression qu'au Sénat, qui est quand même la collectivité qui représente les territoires, je pense que là, j'espère en tous les cas qu'on aura une majorité, parce que c'est important pour les territoires qui se sentent un peu démunis, un peu abandonnés. On le voyait d'ailleurs dans le reportage tout à l'heure, à la fois les commerçants, à la fois les élus. La dynamique d'un territoire, la dynamique commerciale, elle passe aussi par la possibilité de pouvoir retirer de l'argent et de pouvoir payer en liquide. Puisqu'on le voit, l'État avait mandaté la Poste d'avoir cette présence postale pour faire office de banque. Ça ne fonctionne pas toujours très bien. La Poste, il y a un maillage territorial, mais pas une obligation en matière de banque postale. Donc la Poste est présente sur le territoire, il y a un bon maillage de présence postale, mais par contre, il n'y a pas forcément un distributeur automatique de banque adossé à chaque point de contact. Oui, mais elle pourrait faire office aussi, cette présence postale de banque, finalement. Oui, certainement. Je ne sais pas si c'est un objectif de la Poste. Eh bien, merci à vous, Éric Gold, d'être venu nous parler de cette proposition de loi. Je le rappelle, vous la défendrez dans l'hémicycle le 21 novembre prochain. Merci à vous. Merci. Je vous le disais en titre, le Sénat s'intéresse aux petites billes des terrains de sport synthétiques réalisés à base de pneus recyclés. Elles ne seraient pas sans conséquences sur la santé, alors que certains pays les ont interdits. Une proposition de loi sénatoriale exige des études scientifiques plus poussées de l'ANSES. C'est un reportage à Villiers-sur-Marne d'Adrien Develay. Les surfaces synthétiques de nos terrains de football sont-elles dangereuses pour la santé? Au cœur des pelouses de nos stades, on trouve de petites billes noires qui amortissent les chocs. Adultes et enfants, professionnels ou joueurs du dimanche, les sportifs en contact avec ces billes en retrouvent fréquemment dans leurs cheveux ou sous leurs vêtements. Faites en caoutchouc de pneus recyclés, ces copeaux pourraient en fait représenter un danger pour la santé. Ces produits
qui n'étaient pas prévus initialement pour être intégrés dans des jouets ou dans des choses, finalement se retrouvent potentiellement au contact des sportifs, des enfants. Ces particules, soit lorsqu'elles sont au contact, soit lorsque l'on va transpirer dessus, se frotter, se rouler par terre comme un gardien de but. Est-ce que ça est susceptible de générer un risque pour la santé? Pour les terrains grand jeu, les pelouses synthétiques, les risques pour la santé sont faibles, ils sont même négligeables. Ces matières contiennent-elles des perturbateurs endocriniens ou des substances cancérogènes? Alertée par les pouvoirs publics et les associations, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, a mené une étude en urgence. Pas de résultats concluants sur une possible nocivité. Certaines communes préfèrent tout de même appliquer le principe de précaution. À Villiers-sur-Marne, un nouveau terrain synthétique est en construction. Comme matière, c'est quoi? C'est du caoutchouc. Du caoutchouc avec de la résine. Caoutchouc mélangé avec la résine. D'accord. Dès que la mairie a entendu parler des soupçons sur certaines matières, elle a préféré prendre les devants. On a choisi, nous, le principe de précaution. Et c'est vrai qu'on a tardé dans l'élaboration de ce terrain parce que je voulais vraiment avoir l'expérience des autres terrains synthétiques qu'il y avait eu en Ile-de-France. 40 000 €, donc c'est pas rien, mais je crois que c'était indispensable, notamment pour qu'il n'y ait pas par la suite une mesure, notamment législative, qui nous dit qu'on est obligé d'enlever le matériau. Des questions persistent sur la possible nocivité de ces granulés en caoutchouc. Pour pallier aux interrogations, une proposition de loi visant à contrôler ce matériau sera examinée mercredi prochain au Sénat. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Françoise Cartron, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice La République En Marche de la Gironde, à l'origine de ce texte. On va bien sûr en parler. Richard Bouygues est également avec nous. Merci d'avoir accepté l'invitation de Public Sénat. Vous êtes co-directeur de l'Observatoire Sport et Société à la Fondation Jean Jaurès. Philippe Mouillet est également sur ce plateau. Bonsoir. Bonjour, vous êtes sénateur LR des Deux-Sèvres et j'accueille Emmanuel Oran. Vous êtes le directeur médical de la Fédération française de football. Merci d'être sur ce plateau. Françoise Cartron, qu'est-ce qui a motivé cette proposition de loi? Puisqu'on voit très clairement dans ce reportage, il y a à la fois des interrogations des élus, mais aussi des atermoiements de l'ANSES sur ces billes synthétiques. Oui, alors qu'est-ce qui a motivé cette proposition de loi qui ne vise pas d'ailleurs à interdire ou à réglementer, elle vise à savoir, à comprendre, parce que vous l'avez lu dans tout ce reportage, il y a une inquiétude qui est montée depuis plus d'1 an auprès des élus locaux. Cette inquiétude qui a été relayée par des médias et avec des propos parfois alarmistes. Et face à ça, les élus locaux sont en première ligne, sont responsables de ce qu'ils installent. Et donc, je me suis tournée d'abord vers les ministres concernés pour leur demander est-ce qu'on a des études qui peuvent donner de façon certaine la dangerosité ou la non-dangerosité de ces terrains. Et là, les ministres, dans un premier temps, m'ont dit ben non, on a simplement les normes AFNOR qui garantissent, entre guillemets, l'installation par rapport peut-être à des normes de sécurité, mais on n'a rien par rapport à la composition de ces terrains et à leur utilisation et les conditions d'utilisation. Donc, cette proposition de loi, elle vise à demander au gouvernement, puisqu'un sénateur ne peut pas le faire directement, on ne peut pas saisir l'ANSES et lui demander justement de réaliser une analyse. Oui. Alors, une analyse, parce que pour l'instant, l'ANSES a fait un rapport en compilant des analyses qui ont été faites dans d'autres pays et donc en disant, bah, écoutez, on peut, en gros, ils disent on ne peut rien en conclure. Donc maintenant, je dis, on a un outil, l'ANSES, il faut qu'elle se saisisse, qu'elle fasse un protocole très scientifique et qu'enfin, on sache, oui ou non, s'il y a des dangers potentiels ou pas. Ouais. Emmanuel Oran, quelle est la position de la Fédération française de football sur ce point? Vous attendez, vous aussi, des études complémentaires de l'ANSES? Oui, alors on attend beaucoup de choses de l'ANSES, mais pas que d'eux. On attend et on a l'Agence chimique européenne qui travaille et qui doit nous donner aussi un rapport d'ici juillet 2019. Donc on attend. C'est vrai que nous, au sein de la fédération, on a depuis 2010 une veille sanitaire sur tout ce qui est écrit. Et on a, nous, une centaine de documents avec du pour, du contre et du surtout je ne peux pas conclure.
Donc il est vrai que l'Agence chimique européenne s'était chargée en 2017 de nous apporter déjà des outils pour répondre, des outils, mais pas une réponse claire. Et c'est vrai que on est en demande d'aller plus loin parce qu'on a besoin tous d'être sûrs. Même si actuellement toutes les études qui sortent nous permettent de dire il n'y a pas d'urgence aujourd'hui à fermer tout de suite. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être... L'option retenue par certains pays européens, Philippe Mouillet, qui ont choisi, eux, d'interdire justement ces terrains de sport synthétiques. Oui, tout à fait. Lorsqu'on regarde un petit peu la situation au niveau européen, on a des avis qui ont parfois des interrogations et certains ont fait le choix de la précaution autour de tout ça. Mais au-delà de cette démarche, de cette remarque concernant l'Europe, moi je voudrais surtout revenir sur 2 points. Je pense qu'il est important pour les élus locaux, nous les sénateurs, nous représentons les élus locaux, donc on voit bien aujourd'hui les interrogations et votre reportage illustre justement les questionnements des maires face à ces choix parfois difficiles. Donc je pense qu'il y a urgence à trancher sur le sujet. Donc je crois que l'outil des études, à mon avis, est fondamental. Mais en même temps, il y a un débat sur la méthode, parce que moi, je salue l'initiative de ma collègue ici présente, mais je regrette qu'on ait besoin de faire un texte de loi pour faire en sorte d'enclencher une étude. Pour moi, face à un sujet de société qui touche quand même bon nombre de personnes, des interrogations sont réelles. On a des avis divergents. Il me semble naturel que les pouvoirs publics, et notamment que le ministère, doivent se saisir de ce sujet-là et commander rapidement ces éléments-là. Donc je trouve, en tout cas sur la méthode, très étonnant qu'on n'ait pas une réponse directe du ministère avec des moyens consacrés à cette question qui nous anime aujourd'hui. Richard Bouygues, quel regard portez-vous sur cette proposition de loi? Elle est essentielle, elle va permettre justement de répondre à certaines interrogations, certains doutes sur la toxicité, la nocivité de ces billes. En tout cas, je le souhaite. C'est quand même un sujet qui a été depuis très longtemps sur la place publique dans certains pays. Je pense notamment aux États-Unis, qui a été ravivé en France par l'enquête de SoFoot. Et on peut dire qu'il y a eu des lanceurs d'alerte sur le sujet qui ont peut-être semé l'inquiétude, mais qui ont aussi semé le questionnement. Et ça, c'était plutôt, je pense, intéressant parce qu'on est sur un nouveau type de débat, un nouveau type sur la santé de nos installations, sur leur nocivité potentielle ou pas. Et je pense que ce débat avait besoin d'exister. Après, ce que vous dites est exact, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on rassure. Et qu'on rassure un public très différent, à la fois les pratiquants, les parents qui sont au bord du terrain. Il faut qu'on rassure aussi ceux qui sont chargés de l'entretien de ces terrains. Et il faut aussi qu'on et les joueurs eux-mêmes. Et qu'on entende aussi une filière qui peut-être a aussi, elle, vocation à évoluer et dont je pense certains ont envie de la faire évoluer vers moins de toxicité. Donc on est dans un moment où il faut qu'on arrive à remettre de la raison dans un débat qui est passionné, mais il ne faut pas pour autant que les passions soient mises sur le côté avec des études qui ne sont pas concluantes. Et aujourd'hui, l'étude dont on dispose, c'est une étude qui dit des choses, mais qui dit surtout, il y a tellement de cas différents dans les communes, il y a tellement de terrains différents. Dans une même ville, on a tellement de matériaux, de composants différents, que finalement, il faut aller plus loin qu'une étude générale qui compile, qui est un premier élément, qui d'ailleurs se veut rassurant qu'il est à peu près sur la santé, mais qui aura besoin quand même de compléments. Par contre, qu'il est beaucoup moins sur l'environnement. Et on a découvert à l'occasion de cette étude que sur l'environnement, notamment sur les ruissellements, les eaux de pluie, etc., qui sont des contraintes pour certaines communes, je pense à Paris avec le plan climat, qui vont être très intéressantes. Donc, je pense qu'il y a une vraie réflexion et moi j'entends que certains maires, ça ne me choque pas, disent aujourd'hui principe de précaution on arrête, d'autres qui disent on ne va pas plus loin. Principe de précaution, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a été rappelé, il y a eu cette étude de SoFoot, il y a eu un reportage d'envoyé spécial, certaines communes ont fait le choix justement de refuser ces terrains synthétiques alors qu'il y avait eu un engouement à un moment donné pour ces terrains à base de pneus recyclés, on estimait que c'était peut-être une bonne solution justement. Ces terrains synthétiques pour les élus locaux et pour les clubs sportifs présentent l'avantage qu'on peut les pratiquer pratiquement 365 jours par an. Ça n'a pas les mêmes contraintes que les terrains herbeux. Mais je crois qu'aujourd'hui, qu'il faut cette étude pour qu'enfin on puisse dire les choses. Parce que comme vous l'avez vu dans le reportage, il y a des maires et il y a des grandes collectivités qui ont instauré un moratoire et qui maintenant n'équipent plus leur territoire. Donc un moratoire, ce n'est fait que pour durer un moment en attendant d'avoir les vraies réponses. Donc je crois, et c'est pour ça que j'ai déposé cette proposition de loi, parce qu'il faut absolument qu'on ait l'étude sérieuse, parce que comme vous le dites, il y a les problèmes de santé publique, mais il y a les problèmes environnementaux. Et il faut faire une étude sur cette filière de recyclage, parce que il peut y avoir, et la filière d'ailleurs, je crois,
et volontaire est en capacité de s'améliorer pour que les pneus qui seront utilisés en recyclage, on ait une vraie traçabilité, parce qu'aujourd'hui, on a une problématique. Il y a certains pneus utilisés pour lesquels on a une vraie traçabilité, il y en a d'autres qui viennent de pays du monde entier et pour lesquels on a beaucoup moins de certitude. Donc tout ça, ça va profiter entre guillemets à tout le monde, parce que ça va permettre de se mettre dans une démarche positive et dans une démarche à la fois respectueuse de l'environnement et puis qui donne des garanties pour la santé. Est-ce qu'il ne faudrait pas appliquer ce principe de précaution? On sait que, je le rappelais, certaines communes, certains stades, je pense à la U Arena, le stade du Racing, ils n'ont pas fait ce choix de ce terrain synthétique. C'est pas un terrain synthétique avec des billes. Sur les billes, la traçabilité, c'est quand même quelque chose que à la Fédération française de football, on prône. On prône cette traçabilité et on prône également les tests. C'est-à-dire qu'on a conseillé à tous nos clubs de tester leur stade pour voir si elles étaient, si les stades, si les terrains étaient en conformité. Après, le principe de précaution, actuellement, le principe de précaution est intéressant à partir du moment où on a véritablement des drapeaux rouges qui nous disent on n'y va plus. Là, actuellement, on est sur les phases de questionnement et je vous entendais parler, notamment les Pays-Bas qui avaient arrêté. Ils ont remis petit à petit, après avoir testé ces terrains, ils ont remis en marche ces terrains. Donc en fait, on est tous persuadés qu'il faut avancer, mais on est tous persuadés que dans un premier temps, rassurons un petit peu, on a quand même aucune certitude, mais les conclusions disent quand même que on a des choses qui ne nous inquiètent pas aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avancer et qu'on doit se poser des questions. Depuis 2010, on parlait aux États-Unis, depuis 2010, les choses se sont faites et donc nous Parce qu'effectivement, on a parlé des Pays-Bas, on peut parler des États-Unis, il y a quand même des cancers qui ont été, notamment des cancers du sang et chez les gardiens de but qui ont été recensés sur les personnes évoluant sur ce type de terrain synthétique, Philippe Mouillet. Oui, on a eu toutes ces informations à travers les reportages. Après, il faut toujours avoir encore beaucoup de prudence parce que toujours le débat de la cause à effet. Donc je crois qu'on a bien établi aujourd'hui les enjeux à la fois de la proposition de loi et j'irais de la situation du moment. D'ailleurs, on pourrait généraliser à d'autres sujets. On parlait aujourd'hui des terrains de foot synthétiques, mais à d'autres sujets dans le domaine du médicament. Il y a d'autres volets dans lesquels des risques persistent et dans lesquels il est nécessaire d'avoir rapidement les bonnes informations pour pouvoir prendre une vraie décision. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on devra légiférer et cette décision sera prise en connaissance de cause de tous les acteurs, ce qui permettra soit d'adapter les situations, soit d'adapter les matériaux, parfois les pratiques, soit tout simplement d'interdire. Voilà. Mais je crois que l'urgence, c'est surtout d'avoir l'information de façon à ce que chacun puisse prendre ses décisions en responsabilité. Est-ce qu'il existe des solutions alternatives, des terrains justement à base de matériaux qui seraient peut-être moins nocifs, Françoise Cartron? Oui. Alors en plus, on ne condamne pas ce type de terrain puisque se développent des professionnels qui, au lieu de stabiliser avec ces billes synthétiques, le font avec des matériaux naturels issus du chanvre ou autres et qui permettent justement donc de garder l'avantage de ces terrains qui offrent une possibilité de jouer toute l'année, mais avec une garantie de les stabiliser avec des éléments issus naturels. Donc en plus, on ne condamne pas, mais il y a aussi, je crois, la filière du caoutchouc qui est prête à travailler avec une traçabilité. Donc moi, je ne condamne pas tel ou tel type de matériaux. Je souhaite simplement qu'à la suite de cette étude, on arrive à avoir, entre guillemets, un cahier des charges, ce cahier des charges soit prescriptif et nous montre ce qui sont les bonnes solutions et les bonnes pratiques. Parce qu'aussi, il y a ces terrains synthétiques, ces billes de caoutchouc réagissent différemment selon le lieu clos ou pas clos et selon la température plus ou moins élevée. Donc, il y a tout ça et je pense qu'on manque d'un guide de bonne pratique et d'un inventaire pour un cahier des charges qui soit respectueux. Il faut 23 000 pneus pour faire un terrain synthétique, ça paraît assez énorme comme chiffre. Richard Bouygues, on nous dit pour les pratiquants, ces petites billes, on peut les inhaler, on en retrouve partout dans les vêtements, les chaussettes. Il y a peut-être quand même des choses à faire, justement pour les parents, ou à dire aux parents inquiets.
Oui, mais je pense que c'est ce qui est le débat qui est mis sur la place publique. Je pense qu'il permet ça. Il permet à la fois de poser les questions, de rassurer ceux qui sont inquiets et d'essayer de trouver des réponses. Et on le voit bien aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'en l'état des connaissances, on n'est pas encore arrivé à trouver. On a en gros réussi à rassurer un peu, mais pas à rassurer complètement. Et il faut aller vers ce complètement. Juste, je complète en disant, oui, on a aujourd'hui des solutions alternatives pour des stades, mais ils coûtent un peu plus cher. Et donc, il faudra aussi qu'on s'interroge sur le budget pour les collectivités locales qui, à un moment donné, auront besoin peut-être de passer à un autre type. Et puisqu'on est aussi vers un engagement qui est de respecter davantage et l'environnement et la santé environnementale, alors il faudra aussi qu'on s'interroge sur ce qu'on peut consacrer dans le budget de la nation. Moi, c'est une question que je vous lance en plein débat d'actualité sur qu'est-ce que le sport, notamment, peut dégager comme moyen pour aider des communes, pour aider des collectivités qui voudraient faire ce passage vers des équipements qui sont peut-être plus respectueux à la fois sur la santé et l'environnement, mais qui coûtent aujourd'hui plus cher. Ça existe, mais effectivement, il faut un peu plus de moyens. Voilà. Est-ce qu'il y a des consignes qui sont données aux joueurs qui pratiquent le football sur ces terrains synthétiques? Je ne sais pas, prendre une douche avec précaution, essayer de ne pas inhaler. Prendre une douche sans précaution, prendre une douche tout court, c'est de toute façon, quand vous faites du sport, que ce soit sur l'herbe, en plein hiver, ou il faut prendre une douche. C'est le conseil. Après, il faut aussi un terrain qui soit entretenu. C'est pas toujours aussi facile, terrain qui soit bien entretenu, parce qu'il y a moins de problèmes. Mais c'est comme tout match de foot, derrière, il faut soigner les plaies, il faut se nettoyer complètement, se changer. C'est vrai que ce qui est dommageable, c'est de ramener toutes les billes à la maison, parce que l'enfant rentre tout de suite dans la voiture et ramène et se dévêtit à la maison en mettant des billes partout. Donc je pense que les règles sont claires, elles sont précises, elles sont normalement, et ce qui est prévu, affichées dans les vestiaires de tous les clubs de sport également, foot, rugby, etc. Ça fait partie des choses que nous, à la Fédération française de football, on prône. Oui, pardon, je crois qu'il y a deux choses qui inquiètent les parents. C'est quand les enfants reviennent avec ces billes un peu partout. Et puis, on le sait, ces terrains, quand les enfants tombent, ils ont beaucoup plus des raflures. Je dirais pas des plaies, mais des raflures. Et donc, les parents voient tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut quand même la rassurer. Après, sur le coup, je suis d'accord par rapport... ça, c'est notre débat, le budget du sport. Mais... on n'est pas non plus, il faut le dire, on n'est pas dans des rapports du simple au double par rapport au prix de ces terrains, de l'alternative. Donc l'alternative, elle n'est pas non plus hors de portée. Et comme le disait monsieur, il faut aussi, parce que dans les communes, quelquefois, on s'équipe en disant on va faire une économie, et on ne fait pas le suivi nécessaire et l'entretien. Et ça, c'est aussi un coût qu'il faut intégrer. Donc voilà, c'est global. Donc, mais je suis d'accord qu'il faudra de l'argent. Oui, moi je voudrais réagir justement à cette remarque, parce qu'on est à la fois parlementaire, en plein débat budgétaire, à la fois sécurité sociale en ce moment et le budget de la nation par la suite. Je crois qu'il y a deux remarques par rapport à ça. D'abord, je crois qu'il faut avoir cette écoute particulière, parce qu'on voit bien qu'au-delà des terrains de foot synthétique, il y a le rapport de l'évolution des équipements sportifs, et aujourd'hui, quel est l'enjeu pour les collectivités et pour la nation. Et ça, c'est un vrai sujet budgétaire dans lequel le gouvernement a une part de responsabilité, et également les parlementaires de la République En Marche. Et le deuxième sujet, je reviens sur le débat de la proposition de loi d'aujourd'hui. Moi, ce que je crains, c'est que cette proposition de loi que nous approuvons reste finalement dans les cartons du Sénat. D'abord, il faut qu'elle soit approuvée ensuite à l'Assemblée nationale, alors que je reste persuadé que l'enjeu est tel qu'aujourd'hui, c'est justement au gouvernement de lancer cette initiative. On a l'outil aujourd'hui, le projet de loi de finances, la sécurité sociale. L'ANSES est un des points qui est traité. Pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas une initiative qui demande directement, par cette discussion, à l'ANSES de prendre en main ce sujet qui semble un sujet que tout le monde approuve. Voilà. Donc c'est toujours la difficulté entre une proposition de loi qui met un bon débat sur la table, mais que je crains reste dans le débat parlementaire, et la vraie capacité au ministère d'enclencher les moyens. Voilà. Donc c'était une alerte que j'aurais complémentaire, parce que je pense qu'aujourd'hui, à un moment donné, il y a toujours un rapport à la fois à la société et aux enjeux financiers qui nous amène aujourd'hui à poser un certain nombre de questions. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas urgence, malgré tout, Richard Bouygues, à avoir ce rapport de l'ANSES, à ce qu'elle lève justement ces interrogations sur les risques potentiels pour la santé? Elle a fait un premier rapport. Enfin, il y a eu un premier rapport avec une série d'études. Ça a été expliqué tout à l'heure, avec en gros des choses plutôt rassurantes
mais pas complètement rassurante du côté de la santé, puisque en fait, ils pouvaient être lus des deux côtés. Certains qui étaient inquiets se sont sentis confortés dans leurs inquiétudes, et d'autres qui étaient plutôt rassurés dès le départ se sentaient un peu plus confortés dans leur assurance. Donc, et puis, on a quand même la question qui a été soulevée, par contre, que personne, je crois, n'attendait à ce niveau-là, c'est la question environnementale, qui ne devra pas être sous-estimée dans ce qu'on aura à traiter derrière. Mais sur cette partie, oui, il faut aller plus loin. Moi, je pense qu'à un moment donné, ce qu'a dit l'ANSES, c'était important, et vous l'avez évoqué tous les deux tout à l'heure, c'est la question de la méthodologie. Parce que c'est vraiment là-dessus qu'on a un sujet, parce qu'on a une méthodologie particulière, parce que les études qui sont internationales font aussi appel à des critères et à des catégorisations qui ne sont pas les mêmes qu'en France, et parce qu'en France, on a beaucoup de terrains qui ne se ressemblent pas quant à la composition même, à l'utilisation, etc. Donc attention, et d'autre part, je pense que oui, après, il faudra qu'on ait un vrai débat. Moi, je pense que c'est un débat qui est logique de lancer au Sénat. Sous quelle forme, moi, je ne sais pas, je ne suis pas assez compétent, mais en tout cas de le lancer parce que ça intéresse directement les collectivités locales. Et aujourd'hui, les maires sont interrogés sur à la fois ce qui existe, mais aussi sur les plans qu'ils avaient pour les années à venir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des parents qui sont inquiets, et donc quand on a des collectivités qui ont prévu de faire des stades, en ce moment, elles sont en train de mettre un petit peu le haut là. Et donc, il faudra aussi accompagner cette réflexion et ce débat-là. Est-ce que la Fédération française de football a ce rôle d'accompagnement justement des collectivités sur l'installation Alors, on a un rôle d'information. Après, les collectivités ont leur gestion propre, et il faut savoir que la Fédération française de football accompagne que la municipalité décide de mettre un terrain synthétique ou un terrain en herbe. On accompagne avec le même budget. Donc notre rôle est surtout de leur expliquer les plus, les moins de chaque chose, mais surtout et je le disais tout à l'heure, de dire comment on peut entretenir et comment on peut faire en sorte que la pratique se passe tout à fait bien. Donc ça, c'est notre rôle à la Fédération française de football. Françoise Cartron. Oui, non, moi ce qui était évoqué, c'est que, bien sûr, l'idée pour cette proposition de loi, c'est qu'elle soit certes adoptée, mais ça a permis et ça permet de poser le débat sur la place publique. Je crois que derrière, il ne faut surtout pas que ce débat s'arrête. Donc je crois savoir que le gouvernement va répondre positivement pour que l'ANSES se lance dans une étude approfondie avec des méthodes. Et derrière, nous avons cette particularité au Sénat que dans les commissions, on peut inscrire à des moments donnés un débat sur un sujet donné. Je siège personnellement à la commission du développement durable et je l'ai déjà évoqué ce matin. Et donc, lorsque nous aurons les travaux de l'ANSES, voilà un des actes que pourra poser le Sénat, c'est-à-dire réserver un temps parlementaire pour que ce débat soit posé et que justement il y ait toute la transparence et que l'opinion publique puisse avoir des éléments de réponse. Eh bien, merci à vous Françoise Cartron, merci Emmanuel Aurent, merci Philippe Mouillet, merci à vous Richard Bouygues d'être venu sur ce plateau. Avant de se quitter, on va retourner dans l'hémicycle. Vous le savez, Alexandre Poussard suit pour nous les débats autour de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Alexandre, on parlait tout à l'heure de ces amendements, de ces taxes sur les alcools forts que sont le rhum. Ça a donné lieu à des échanges musclés entre les sénateurs ultramarins et le gouvernement. Et oui Delphine, puisqu'Agnès Buzyn vient de faire face à une série de prises de parole en colère des sénateurs ultramarins sur cette mesure qui, je le rappelle, prévoit d'aligner la fiscalité sur les alcools forts en Outre-mer sur celle des spiritueux en métropole. Et le gouvernement affiche un objectif de santé publique, puisqu'il veut lutter contre l'alcoolisme spécifiquement en Outre-mer, où il présente des phénomènes d'alcoolisation des fœtus, de violences conjugales et d'accidents de la route liés à l'alcoolisme. Alors ces objectifs, ces motifs ont mis très en colère la sénatrice de la Martinique, Catherine Conconne. On l'écoute. On va me faire croire que dans mon pays, de l'autre côté de l'Atlantique, il y a un pays où tous les Martiniquais sont couchés sous des cocotiers, boivent du rhum toute la journée, plus que des Français boiraient du vin, et qu'on est victime de toutes les pathologies et de toutes les dérives comportementales liées à l'alcoolisation. Madame la ministre, si j'avais une suggestion à vous faire, augmentez la taxe sur le vin. Là, ce sont des milliards et des milliards d'euros que la sécurité sociale aurait empochés. Et donnez-moi votre conseiller parlementaire qui vous a suggéré une telle intervention. Je pars de Réchef avec lui en mission dans nos pays afin que je lui explique ce que vous méconnaissez tellement, la réalité de nos pays.
Et les sénateurs ultramarins qui ont dénoncé le 2 poids 2 mesures entre le vin et le rhum, puisque le vin est aussi très peu taxé, au motif qu'il fait partie du patrimoine de la France. Et le gouvernement semble entendre la colère des sénateurs ultramarins, puisqu'il pourrait trouver un compromis pour allonger cette durée d'alignement des fiscalités sur les spiritueux, de l'allonger entre 5 ans et 10 ans. Merci à vous Alexandre pour ces précisions. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, vous retrouvez Rebecca Fitoussi pour son émission On va plus loin. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat et à demain.